Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais au-delà des alliances, au-delà même de la sensualité, se dessine quand même une véritable solitude. Parce que Talleyrand, sous ses airs de libertin raffiné, est quand même un homme profondément isolé. Il a vu tous les régimes tomber, tous ses compagnons trahir, mourir ou s'effondrer. Alors il a aimé, oui, mais avec distance, avec prudence. Même la duchesse de Dinaud, sans doute la plus proche de lui, va confier « Je n'ai jamais su ce qu'il pensait vraiment de moi ». Il se laisse approcher, mais jamais totalement saisir. Et c'est peut-être ça, la vérité ultime de son rapport aux femmes. Il les admire, il les respecte, il les utilise, mais il ne se donne jamais. Parce que Talleyrand, jusqu'au bout, reste son propre refuge à lui-même. Donc, Talleyrand, si on devait conclure, n'est pas un homme de grand amour, mais il est un homme de longs attachements, de fidélité discrète, si vous voulez, de tendresse dissimulée. Son rapport aux femmes reflète tout le reste de sa vie, la recherche de l'équilibre, la maîtrise du désir, l'usage de l'intime comme prolongement, toujours, du politique, et dans ce monde où tout se joue à demi-mot, où le pouvoir est fait de silence, les femmes ont été pour lui des complices précieuses, et parfois les seules à l'avoir réellement vu tel qu'il était, non pas un monstre froid, mais un homme blessé qui avait choisi de vivre masqué pour durer. Et vient de me revenir le titre du film, évidemment, je pense que vous l'aviez trouvé vous, c'est Ridicule bien sûr, avec Jean Rochefort entre autres, et des tas d'acteurs tous excellents, et qui reflètent très très bien l'époque, qui est un des films historiques que je conseille toujours pour comprendre la période pré-révolutionnaire, qui pour moi est l'un des films historiques les plus remarquables. Encore une fois, c'est ce qu'on sait faire de mieux, donc quand on peut le faire, faisons-le vraiment. Il arrive parfois que les grands hommes, les vrais, ceux qui ont joué avec le pouvoir comme d'autres avec le feu, connaissent une fin un peu à la hauteur de leur destin, une fin symbolique. C'est un peu celle de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. On est en 1838, j'ai commencé par là. Talleyrand a 84 ans, il n'est plus au pouvoir depuis longtemps quand même, mais il n'a jamais disparu. Il est là, toujours là, assis dans un fauteuil dans son hôtel particulier de la rue Saint-Florentin, à 2 pas de la place de la Concorde, pour vous fixer un petit peu la géographie parisienne. Il ne gouverne plus, bien sûr, mais il écoute, il reçoit toujours, il conseille, il juge. Le regard toujours glacé, l'ironie intacte, la parole rare mais toujours juste. Son corps, vous imaginez bien, à 84 ans, est fatigué, déformé, son pied boiteux, plus douloureux que jamais. Mais son esprit, lui, reste redoutable. Et autour de lui, on vient chercher ce qu'on ne trouve plus ailleurs. La mémoire, l'expérience, le style. Il est tout simplement devenu une légende vivante, un monument à lui tout seul. Louis-Philippe, roi des Français, l'a rappelé une dernière fois en 1830, lors de la monarchie de Juillet. Et Talleyrand, du haut de ses 76 ans, a traversé la Manche pour devenir ambassadeur à Londres. Et là encore, l'effet est immédiat. Les Anglais fascinés se bousculent pour l'approcher. Le vieux prince, le traître au régime, l'élégant corrupteur inspire plus que de la méfiance, il inspire le respect. Il rentre en France en 1934 et se retire cette fois pour de bon quand même, mais il ne reste pas inactif. Il écrit, il classe ses papiers, il rédige ses mémoires qu'il sait posthumes et qu'il maquille avec soin. Il ne ment pas, mais il arrange quand même, il coupe, il polit, il scénarise. Il veut, à défaut d'être absous, être compris. Et puis vient le temps du dernier acte. En mars 1838, il tombe malade, l'affaiblissement est brutal, autour de lui tout Paris bruisse, Talleyrand va mourir. Imaginez, vous avez connu ce personnage depuis très longtemps, presque 50 ans. Et avec lui, c'est tout un siècle qui s'apprête à tirer sa révérence. Mais avant de mourir, il lui reste un dernier geste à accomplir. Un geste attendu, espéré, redouté, se réconcilier avec l'Église. Lui, l'ancien évêque, devenu excommunié, lui le prédateur d'autels, le fossoyeur des biens ecclésiastiques, lui le sacrilège froid, le prince des diplomates sans foi ni loi. On dépêche un archevêque, des émissaires du Vatican, des notables. Talleyrand résiste, hésite, puis accepte quand même, il confesse, se repent, demande les derniers sacrements.
Certains y voient une conversation sincère, d'autres une ultime manœuvre pour contrôler son image jusqu'au bout. Le journal L'Univers va titrer « Talleyrand est mort en bon chrétien ». Mais le mal est fait, la légende noire l'a précédé et survivra à la piété tardive. Et puis il y a ce détail, ce symbole, cette scène rapportée par Victor Hugo. Encore une fois, après sa mort, les médecins fascinés par l'homme prélèvent son cerveau pour l'étudier. On le conserve un moment dans un bocal, mais dans le désordre des jours suivants, un domestique ignorant l'importance du spécimen qu'il a dans les mains s'en débarrasse et il le jette dans les égouts de Paris. La chose est sans doute apocryphe, mais elle dit tellement de choses. Ce cerveau qui avait survécu à la Révolution, à la Terreur, à Napoléon, à la Restauration, à Louis-Philippe. Ce cerveau qui a manigancé, négocié, menti, calculé, charmé, conseillé les plus grands d'Europe. Ce cerveau finit sa course dans la boue de Paris. Comme si l'histoire, encore une fois, lasse de son génie, avait voulu effacer toute trace tangible. Et pourtant il en reste. Une œuvre, des mémoires, des lettres, des décisions, mais surtout un style, une méthode. Talleyrand ne laisse pas un système, il laisse un art. L'art de durer, l'art de se taire, l'art d'être utile sans se compromettre, ou du moins sans en avoir l'air. Son nom, aujourd'hui encore, évoque quelque chose de trouble, de souple, de rusé. Un homme qui n'a jamais crié, jamais hurlé, jamais brandi d'étendard, mais qui dans l'ombre a tiré plus de ficelles que tous les tribuns réunis. Et sa plus grande réussite, c'est peut-être celle-là, avoir traversé l'histoire en homme de coulisses, sans éclat, sans panache, mais avec une efficacité redoutable. Et à la fin, être encore debout quand tous les autres sont tombés, c'est quand même fort. Chateaubriand, qui le détestait, résumera cette constance avec une formule acide. Talleyrand a vieilli dans l'impopularité comme on vieillit dans l'aristocratie. Mais cette impopularité n'a jamais été un problème pour lui, parce que Talleyrand n'a jamais cherché à être aimé. Il a cherché à être utile et à durer. Alors qui était-il vraiment ? Un traître, un survivant, un patriote cynique, ou simplement l'homme le plus lucide de son temps ? Encore une fois, il a traversé 6 régimes, trahi tous les camps, incarné l'opposé même de la fidélité. Et pourtant la France ne s'est jamais mieux portée que lorsqu'il négociait pour elle. Parce qu'à travers toutes ces volte-face, une constante demeure, il voulait éviter le chaos, préserver l'équilibre, sauver ce qui pouvait l'être. Peu importe la morale, ce qui comptait, c'était la stabilité. Et peut-être faut-il poser cette question, à laquelle vous répondrez selon votre conscience. Et si la trahison, parfois, était une forme d'intelligence ? Ça fait réfléchir aujourd'hui à quelques heures de ce qu'on a vécu en France, d'un gouvernement qui tombe en moins de 15 heures. Et si la fidélité dans les tempêtes de l'histoire n'était qu'un luxe d'idéalisme, et si l'on devait aujourd'hui encore chercher dans les couloirs obscurs du pouvoir des hommes à la Talleyrand, non pas pour les aimer, mais pour les comprendre. Parce que dans le miroir qu'il nous tend, c'est moins lui que nous voyons, si vous voulez. Notre rapport au pouvoir, à l'éthique, à la vérité. Talleyrand fut tout sauf simple. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il demeure. Je vais terminer avec le portrait qu'il dressait d'un ministre des Affaires étrangères qui, selon lui, devait être l'idéal. Il faut qu'il soit doué d'une sorte d'instinct qui, l'avertissant promptement, l'empêche avant toute discussion de jamais se compromettre. Il lui faut la faculté de se montrer ouvert en restant impénétrable, d'être réservé avec les formes de l'abandon, d'être habile jusque dans le choix de ses distractions. Il faut que sa conversation soit simple, variée, inattendue, toujours naturelle et parfois naïve. En un mot, il ne doit pas cesser un moment dans les 24 heures d'être ministre des Affaires étrangères. Non, la diplomatie n'est point une science de ruse et de duplicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c'est surtout dans les transactions politiques, car c'est elle qui les rend solides et durables. On a voulu confondre la réserve avec la ruse. La bonne foi n'autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve, et la réserve a cela de particulier qu'elle ajoute à la confiance. Qu'on se le dise, et je vous le dis encore et encore, l'histoire n'est pas que le passé, c'est aussi savoir ce que l'on en fait. Comprenne qui voudra. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.